Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. On m'a dit que vous étiez plus ou moins nombreux à attendre le nouvel album de Rihanna. Et je me suis demandé, est-ce que les gens attendent vraiment l'album de Rihanna? Ou alors est-ce que c'est devenu hype d'attendre l'album de Rihanna? Ou alors les deux d'ailleurs, mais ça on le saura à la sortie de l'album. Dans cette vidéo, je vais revenir sur des hip-hop, des titres que vous connaissez plus ou moins bien, qui ont cartonné et qui étaient donc à la base destinés à Rihanna. Parce que Rihanna, contrairement à ce que certains peuvent penser, parce que pour beaucoup, dès qu'une fille est un peu foncée, qu'elle tient un micro et qu'elle a le malheur d'être plus ou moins un peu dénudée, on lui dit qu'elle fait du R&B. Alors que Rihanna, c'est parfaitement une pop star. Bien sûr qu'il peut y avoir des titres R&B dans son catalogue, comme il peut y avoir des titres R&B dans le catalogue de Madonna. Malheureusement. Et on ne dit pas pour autant que Madonna est une chanteuse de R&B. Il y a encore cette manière de regarder la musique et de ne pas l'écouter en fait. D'assimiler le fait d'être noir à faire forcément du R&B. Comme par exemple cette semaine au MTV Music Awards où The Weeknd a gagné avec Blinding Lights. Ce titre-ci, la meilleure chanson R&B, alors que c'est clairement un titre pop très inspiré des années 80, mais ce n'est clairement pas un titre R&B en fait. C'est plus ou moins pareil avec Rihanna, c'est-à-dire qu'elle peut effectivement avoir des titres R&B. Son dernier album Anti est plus R&B que les autres, mais dans la construction de sa carrière, c'est d'abord et principalement une pop star en fait. Elle s'éloigne totalement des codes des chanteuses de R&B classiques, à savoir qu'elle est à des millions de kilomètres de Brandy. Même de Beyoncé, les gens croient qu'elle se ressemble, mais sur les fondements de la carrière, elle ne se ressemble absolument pas en fait. Rihanna n'est pas américaine. Et c'est très important parce que ça a joué dans sa carrière. Elle n'a pas d'éducation gospel du tout. Mais bon, ça, je pense que ses fans qui l'écoutent le savent. Elle a un timbre particulier, certes, mais ce ne sont pas pour ses capacités vocales qu'elle est reconnue. Et surtout, en fait, la plupart des gens, et d'ailleurs, c'est l'histoire qui a été racontée après l'histoire, pensent que c'est Jay-Z qui était derrière, alors que c'est d'abord L.A. Reid. Et c'est très important de le retenir. C'est L.A. Reid qui va pousser pour Rihanna, ce n'est pas Jay-Z. Et le jour de sa signature, le jour où Rihanna doit signer, les deux messieurs qui l'accompagnent, hein, vous ne pensez quand même pas que j'allais utiliser ma vidéo sur Rihanna? Vous ne pensez quand même pas que j'allais utiliser ma vidéo sur la carrière de Rihanna? Comme ça, après, les chaînes de télé viennent récupérer. Moi, je suis démonétisé et eux, ils font des putains de scores d'audience. Déjà que sur Twitter, je vois que certaines personnes refont mes vidéos en thread. Et dès qu'on leur dit Music Feelings, ça commence à Ray Charles, ça commence à Happy Birthday. Non, je ne connais pas, je sais pas où ça se trouve. Bref, pour le moment, pas de vidéo sur la carrière de Rihanna. N'hésitez pas à vous abonner au Tipeee. Mais ce qu'il faut lui reconnaître, c'est que c'est une des plus grosses pop stars de son ère. Elle a quasiment aujourd'hui 15 ans de succès. Et la première fois que j'ai écouté Rihanna, il y a quelque chose qui était assez déconcertant en fait. Il y a un élément chez elle, la première fois que j'ai écouté, je me suis dit, et pour ceux qui étaient là à l'époque, elle faisait quelque chose que les autres chanteuses ne faisaient pas. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait sa force dans l'ère du digital. Mais ça, bien sûr, ce sera dans ma vidéo sur sa carrière. En attendant, il faut bien retenir que c'est une pop star dans la construction de sa carrière. Elle n'est pas dans le même format que les autres. D'ailleurs, Tamara Braxton avait une formule célèbre à propos de ça. Lorsque les Grammy avaient nommé Rihanna dans la catégorie R&B, elle n'était pas contente et elle avait dit le R&B, c'est pour rhythm and blues. Ce n'est pas pour ribs and barbecue. Laissez-nous tranquille, quoi. C'est quoi vous accrocher R&B, R&B, R&B? Donc, même si Anti est effectivement son disque le plus urbain, ça reste d'abord une pop star. Et dans cette vidéo, on va revenir sur des chansons que vous connaissez plus ou moins, des titres qui ont cartonné et qui étaient d'abord destinés à Rihanna, en fait. Des titres de Selena Gomez, de Miley Cyrus, de Ariana Grande, de Drake et de plusieurs autres chanteurs qui ont cartonné, que vous connaissez plus ou moins bien et qui étaient d'abord destinés à Rihanna. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on commence la vidéo, quoi. I started writing it wanting to give it to Rihanna. I actually finished writing it wanting to give it to Rihanna, but I was told not to give it to Rihanna. Ed Sheeran qui explique que Shape of You était à la base pour Rihanna. Vous le savez, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Ed Sheeran. Sauf que là, ici, je le remets parce que je vais illustrer chacune des choses que je vais dire avec des liens dans la barre de description pour que vous alliez vérifier au cas où. Et on va donc commencer par le premier titre. Le premier titre, c'est un titre de Georgine Sparks. C'était le premier single de son second album. Ça s'appelle Battlefield. Nous sommes en 2009, alors que les ondes de Flowery commencent à monter, ça monte, on commence à avoir petit à petit mal aux oreilles. De l'autre côté, il y a un producteur qui essaie de s'installer sur la scène pop. Ce producteur s'appelle Ryan Tedder, il a complètement tout explosé avec Leona Lewis, il a enchaîné avec Hello de Beyoncé, il enchaîne hit sur hit pour Kelly Clarkson et plusieurs autres chanteurs. Là tout de suite, il est en studio et il fait une chanson et à la base, il pense à Christina Aguilera pour l'enregistrer parce qu'il veut les yéyi, vous savez. Il veut ça dans le titre, mais quand on fait la démo, il finit par se dire que ce serait parfait comme duo entre Rihanna et Chris Brown. Donc il commence à travailler la chanson comme un duo entre Rihanna et Chris Brown. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, on découvre aux infos que Chris Brown a tapé Rihanna. Non seulement ça devient embarrassant parce qu'il ne peut plus imaginer un véritable duo entre les deux, mais en plus, la chanson, je vous ai dit, s'appelle Battlefield. Oh,
champ de bataille. Donc vous comprenez que ce n'était absolument plus possible de le proposer à Rihanna et à Chris Brown. C'est donc comme ça que le titre va aller chez Jordin Sparks et qu'elle va avoir son dernier top 10 aux États-Unis. Sur le second titre, nous sommes en 2010. L'année a été plus ou moins difficile parce qu'on a eu le tremblement de terre à Haïti, on a eu toutes les reprises là, on a tout soutenu plus ou moins. Et là, Drake, quelques semaines simplement avant la Coupe du Monde, je m'en souviens très bien, sort le second single de son album, c'était donc Find Your Love, la chanson qui mélange plus ou moins des influences dancehall et un peu de chant R&B justement. Et à la base, elle est prévue pour une femme parce que Drake, il est très inspiré de Lil Wayne sur ses débuts et il n'a pas encore totalement structuré ce personnage de lover. Donc ils hésitent à aller avec la chanson et finalement ils vont y aller. Ça va devenir un gros tube pour lui. Kanye West coproduit la chanson, mais c'était encore une fois un titre prévu pour Rihanna. Dangerous Woman est le premier single de l'album du même nom d'Ariana Grande. À l'époque, il sort en 2016 et si vous écoutez attentivement ce titre, vous allez voir qu'en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'était une version féminine du titre Earn It de The Weeknd en fait. Il y a une similitude très particulière entre les deux chansons. Et d'ailleurs, je trouve aussi que dans l'ambiance, dans la manière dont les titres sont structurés, on retrouve aussi ça sur Fall in Line de Christina Aguilera. Mais comme d'habitude, comme elle arrive toujours en dernier, ça n'a pas pris. Mais dans l'esprit, c'était un peu le même genre de titre pop soul, un peu rétro, qui monte avec ce petit crescendo là. C'était le même genre de chanson. Et finalement, donc pour Ariana Grande, ça a cartonné. Mais encore une fois, c'est un titre qui n'était pas d'abord destiné à Ariana Grande. Il était destiné à une autre chanteuse, qui est d'ailleurs une excellente chanteuse. Je sais pas si tout le monde la connaît. Elle s'appelle Carrie Underwood, très très forte. Elle a refusé le titre, mais je pense que ça aurait donné quelque chose de pas mal avec sa voix. Ariana Grande est une très bonne vocaliste, mais je trouve que des fois, elle manque un peu de vécu en fait. C'est-à-dire que son interprétation reste souvent très scolaire. Et ce que moi, j'aime beaucoup chez les chanteurs de country, c'est que comme c'est de la musique à texte en fait, on ne peut pas écouter de la country sans écouter ce qu'ils disent. Comme c'est de la musique à texte, je suis obligé de l'interpréter. Et ça, Carrie Underwood est très très forte. Et je pense que le titre chez elle aurait donné quelque chose d'intéressant. Malheureusement, elle a refusé. Ensuite, ils l'ont passé aussi à Ariana qui l'a refusé. Et c'est donc comme ça que Ariana Grande a récupéré ce titre qui a aussi donné son nom à l'album. Pretty Hurts de Beyoncé est un titre que Sia écrit à la base et elle se dit il faut que je le donne à une pop star. Elle pense en premier à Katy Perry qui est une des pop stars qui cartonne le plus à l'époque. Nous sommes en 2011 donc elle se dit je l'envoie à Katy Perry. Il se trouve que l'équipe de Katy Perry rate le mail de Sia, c'est-à-dire que le mail passe entre les mailles du filet, on ne le voit pas. De fait, Sia se dit je vais continuer mon marché et je vais donner à une autre personne en fait. Donc elle l'envoie aussi à Rihanna. Et Rihanna qui est en train d'enregistrer l'album Talk That Talk se dit bon je le prends mais je suis pas tout à fait sûr de le mettre, donc elle le met entre parenthèses. Donc le titre va passer plus de 8 mois gardé chez Rihanna. Et un jour, le label de Sia fait écouter la chanson à Beyoncé. Et c'est donc là que Beyoncé se dit mais en fait moi je veux ce titre. Donc Beyoncé va racheter les droits à l'équipe de Rihanna qu'il avait déjà pris et donc va en faire le titre que vous connaissez très bien. La chanson a vraiment eu le parcours du petit pousset avant d'atterrir dans l'album de Beyoncé. Katy Perry a regretté de ne pas avoir vu le mail, mais surtout la démo de Sia reste la source quoi. Pareil, un autre titre de Sia dont Rihanna n'a pas vraiment voulu, c'est Ship's Thrill en fait. C'est-à-dire que le titre a cartonné en 2016, c'est son premier numéro 1 aux USA. Mais Rihanna n'en a pas voulu parce que justement, sur NT, elle voulait un son plus urbain. Et le titre n'allait pas vraiment avec cette direction artistique-là. Et comme à l'époque, elle rejetait vraiment ses titres pop. D'ailleurs, vous avez dû voir avec le NT Tour, et ça c'est très intéressant dans sa carrière, qu'elle avait supprimé quasiment tous ses hits pop parce qu'elle voulait vraiment une direction plus urbaine. Bah en fait, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu cette chanson-là et que Sia l'a gardée. Et on a finalement fait un hit. Reaper est un autre titre de Sia du même album This Is Acting qui est produit par Kanye West. Vous vous rappelez que avant de sortir NT, Rihanna allait un peu dans tous les sens au niveau musical, c'est-à-dire qu'on avait eu American Oxygen, 4-5 Seconds et elle était un peu avec Kanye dans cette période-là. Donc c'est un des titres que Sia avait écrit pour cette première version de l'album, mais quand la première version a été éliminée pour aller vers la direction plus urbaine, bah en fait on l'a abandonné. Et donc Sia est restée très calme, elle a récupéré le truc et elle en a fait un single. C'était
C'était la fameuse époque du on the floor. Usher n'en pouvait plus. À l'époque, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, je vous dis que c'est un truc traumatisant. Moi, ça m'a traumatisé. C'est-à-dire que quand tu écoutes un album, si la personne ne te disait pas qu'elle était sortie de chez elle pour danser ou qu'elle était sortie de chez elle pour voir comment le sol était propre ou pas propre, bah en fait, tu n'avais pas d'album en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment traumatisant. Et cette période-là, Usher en a un peu abusé. On l'a vu dans la vidéo sur sa carrière. Et ce titre-là qu'il sort avec Mr. Worldwide, même s'il va être un hit sur le coup, va lui coûter cher sur le long terme. Il faut savoir qu'à la base, il était prévu pour l'art de Rihanna. C'était une des premières collaborations entre Rihanna et Max Martin. Elle ne va finalement pas se faire et c'est plutôt tant mieux. Il y a énormément de choses à dire dans la manière dont la reconversion de Miley Cyrus en plus ou moins rebelle sexy s'est faite en 2013, notamment dans l'émulation très bien pensée des personnages déjà rebelles de Rihanna et de Kelis. Alors ils l'ont exagéré à l'extrême, mais c'était vraiment et exactement ça dans l'idée, c'est-à-dire qu'on a repris des formules qui avaient déjà fonctionné récemment et on l'a retranscrit au niveau de Miley Cyrus et elle l'a décuplé dans les extrêmes et ça a très bien marché auprès du public. Et le premier single qui est dans We Can't Stop était à la base un single destiné à Rihanna. Les producteurs l'ont envoyé à Rihanna qui voulait le chanter. Sauf qu'ils ont dit à Rihanna, on veut que ce soit ton premier single. Et elle leur a dit, je ne suis pas sûr que ce sera le single de mon album en fait. Et comme eux, ils voulaient absolument que ce soit un premier single, ils l'ont fait passer à Miley Cyrus. Miley Cyrus en a fait un single et c'est devenu un hit de son album Bangers. Une autre qui a aussi eu pas mal de chance d'avoir Rihanna sur son passage, c'est bien sûr la Madre Dolorosa de la pop music, aka Selena Gomez. Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais il y a toujours un truc qui empêche cette fille de faire son métier correctement. C'est-à-dire que quand elle ne chante pas bien, c'est le micro. Quand elle ne danse pas bien, ce sont les chaussures. Quand elle n'est pas capable de sortir un album, c'est la maladie. Quand l'album ne se vend pas, c'est Justin Bieber. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose dans l'écosystème de cette fille qui l'empêche de faire ce pourquoi elle est payée. Et c'est pour ça que je la respecte en fait. C'est-à-dire qu'elle a construit un lien émotionnel avec sa fanbase qui dépasse toutes sortes de raisons et qui lui permet plus ou moins de survivre dans la scène pop. Parce que même si elle explose pas tout, elle se maintient toujours très bien. Et là, on va parler de deux de ses singles qui sont plus ou moins importants parce que c'est sa transition vers le monde plus ou moins adulte. C'est Come and Get It et Same Old Love. Le premier était prévu pour l'album Talk That Talk et il aurait pu y avoir sa place, mais le second était prévu pour les premières sessions plus ou moins plus pop d'Enchi. Et c'est donc pour ça que lui aussi a été rejeté, parce qu'il ne correspondait pas plus ou moins à l'univers plus urbain. Sauf que quand vous écoutez les deux chansons, et j'avais déjà fait la remarque quand elles étaient sorties sur mon blog, bah comme en fait Selena Gomez, c'est la seule personne sur laquelle Cassie peut crier dans l'industrie. C'est-à-dire que elle, c'est vraiment le sinistre vocal. Et je sais qu'elle est malade et je ne lui souhaite aucun mal dans sa vie personnelle. Mais je tiens quand même à dire que sa prestation vocale, c'est quelque chose de dingue en fait. Le truc Carla Bruni dans le couloir pourrait lui donner des cours. Elle est tellement lisse que vous entendez du début à la fin que c'est vraiment le pitch de Rihanna en fait. C'est des titres prévus pour Rihanna, on lui a donné et comme bien sûr elle est jolie, il faut pas la déranger, bah ça a plus ou moins bien marché auprès de son public, qui l'aime, qui l'adore et bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est la manière dont ils se sont servis du son, du pitch plus ou moins de Rihanna pour pouvoir l'imposer sur la scène pop et que bizarrement, personne ne lui fait jamais le reproche parce qu'elle est tellement lisse. C'est-à-dire qu'elle, c'est vraiment un cas d'école. Elle est tellement lisse qu'on n'arrive même pas à voir qu'effectivement, elle a été vraiment très proche de Rihanna à une époque et pourtant la démo de Rihanna confirme ce que je vous dis. À la base, à ce moment précis de ce titre de Justin Bieber, on devait entendre You Should Go and Fuck Yourself. Sauf que Ed Sheeran, qui a écrit la chanson, a pris peur. Il a son image de gentil petit bonhomme, il plaît à tout le monde, il ne dit pas trop de gros mots, donc il ne pouvait pas sortir la chanson lui. Donc il s'est dit que la personne qui avait une image un peu dévergondée et qui pouvait dire ce genre de choses, c'était Rihanna. Donc il pensait à la base à l'envoyer à Rihanna avant finalement de travailler avec Justin Bieber et de lui donner le titre qui est un des plus aboutis de l'album Purpose. Oui, je sais, arrêtez de vous moquer, c'est vrai que ce n'est pas un hit. C'est vrai que c'est Tinashe, mais il fallait quand même lui donner la force. On en a parlé dans la vidéo sur sa carrière. À la base, ce titre de Tinashe est donc un titre qu'elle écrit avec le producteur. Sauf que le producteur et Travis Scott notamment se rendent compte petit à petit que Rihanna travaille sur son album et Rihanna peut être intéressée. Donc ils arrêtent la chanson à Tinashe qui veut flopper personne. Donc ils prennent le titre et ils vont le donner à Rihanna. Rihanna kiffe la chanson, elle l'enregistre pour Anti. Mais vous avez vu que
Travis Scott et Rihanna se disputent ou ils s'éloignent pendant l'enregistrement de la chanson. Donc de fait, les titres qu'elle a fait avec Travis Scott, qui avait donc pris la chanson pour donner à Rihanna, commencent donc à s'éloigner du tracklisting final. Et c'est donc comme ça que Tinashe, qui avait perdu le titre au début et qui s'était plaint dans tous les médias que Rihanna lui avait plus ou moins volé sa chanson, va récupérer le titre après 2 ans. Et on avait eu la démo de Rihanna qui était très intéressante et d'ailleurs mieux produite que celle de la version album. Dans les autres titres que Rihanna a refusé et qu'elle a très bien fait de refuser selon moi, on retrouve ça. Et elle avait d'ailleurs dit un truc très intéressant à Diplo, qu'elle aime pas trop la house music, c'était ça. Ce qui peut paraître contradictoire quand on sait qu'elle a posé avec Calvin Harris sur ce titre écrit par Taylor Swift. Mais qui ne l'est pas quand on sait effectivement ce qu'elle aime et comment elle essaie de se dépatouiller des codes de l'industrie, du carcan dans lequel elle a été construite depuis quelques années. Maintenant, ce n'est pas parce que Rihanna aurait chanté ces chansons-là que ça lui aurait fait plus de hits, ou pas du tout en fait. Elle aurait peut-être sorti un de ces titres-là, que ça aurait fracassé sa carrière parce que ça n'aurait pas marché, ça aurait détruit son image, un truc du genre. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément évident et peut-être que les choix qu'elle a fait sont effectivement les bons pour elle. Là, je vous ai donné ces chansons-là, vous allez peut-être les écouter si vous attendez effectivement et impatiemment son album. Mais en fait, en réalité, et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre dans plusieurs vidéos, au fil des vidéos, une carrière ne se structure pas sur le fait que tu ressembles à ça ou tu ressembles à ceci en fait. Ça peut le faire sur le très court terme, mais sur le long terme, les éléments qui vont faire que tu dures dans la majeure partie des cas sur la musique américaine viennent de comment tu as été vendu au début et de comment tu réussis à évoluer avec ce que tu as vendu au début en fait. Ce n'est pas parce que vous voyez Ciara et Rihanna qui passent sur MTV que Ciara et Rihanna vendent la même chose ou qu'elles ont été marketées pareil et vous le voyez dans la structure de leur carrière en fait. Effectivement, elles peuvent travailler avec les mêmes producteurs, effectivement, elles peuvent avoir des clips qui se ressemblent, mais sur le long terme, vous voyez bien que les structures de carrière ne sont absolument pas les mêmes et c'est ça qui définit la chose sur le très très long terme quand on parle de l'industrie musicale américaine, je le répète encore une fois. D'ailleurs, je prends souvent l'exemple du bac. Imaginons là tout de suite que nous tous avons le bac ou alors on nous donne le bac et que le bac équivaut à un contrat en maison de disque. Nous l'avons tous. Ce n'est pas parce que nous avons tous ce contrat-là que nous allons tous réagir de la même manière en fait. Selon nos vœux, certains vont sortir tous les soirs, certains vont être très studieux et en fait, dans tout ça là, c'est la vie et la vie va donc faire que chacun aura un parcours différent en fait. C'est pour ça que je n'aime pas les amalgames trop directs en fait. Ce n'est pas parce que tel a fait ceci que ça aurait marché chez tel autre. Dans certains cas, ça peut marcher et dans d'autres, absolument pas du tout. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui revenait donc sur les titres que Rihanna a eu ou bien qu'on lui a envoyé, qu'elle n'a pas chanté et qui sont devenus des hits chez les autres. Est-ce que vous aimez ces chansons-là? Est-ce que vous aimez les chansons que j'ai passées là? Parce que bon, voilà quoi. Mais est-ce que vous les aimez? Et est-ce que vous aurez voulu qu'elles soient chantées par Rihanna? Est-ce que vous attendez l'album de Rihanna? Dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que certains de ces titres-là auraient été des hits avec elle. Dites-moi si vous pensez que si elle avait sorti certaines de ces chansons-là, ça aurait floppé avec elle. Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à participer au Tipeee. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.